est 16h45, soyez les bienvenus en direct sur LCI. C'est l'heure de notre grand dossier consacré aux relations complexes de Donald Trump avec les dictatures. Illustration flagrante avec cette photo postée sur son réseau social ce week-end. Il s'affiche avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. C'était en 2019. Kim Jong-un et moi nous entendons à merveille, c'est ce qu'il écrivait à l'époque. Et Trump ressort cette photo au moment où il annonce vouloir réduire les exercices militaires habituels avec la Corée du Sud. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Nous irons aussi en Iran où là les négociations semblent au point mort. Le régime iranien continue de défier la Maison-Blanche et promet désormais une prime de $30 000 pour tout soldat américain tué ou capturé. L'Iran qui semble se préparer à une guerre longue. Autre front qui semble bien loin de trouver une issue, la guerre en Ukraine. Trump a longtemps affiché une vraie proximité avec Vladimir Poutine et promis une issue rapide. Sauf que les Ukrainiens multiplient les attaques de drones sur la Russie. Parmi les cibles, Wildberries, le plus grand distributeur en ligne du pays. Donald Trump, les liaisons dangereuses, c'est notre grand dossier ce soir. Et pour commencer, on va voir comment la Corée du Sud réagit à l'annonce surprise de Donald Trump. Les précisions de Chloé Borgnon, correspondante de France 24 en Corée du Sud. Le ministère de la Défense sud-coréen a annoncé ce matin que les exercices avaient commencé comme prévu. Pour l'instant, il n'y a pas eu de demande officielle des États-Unis pour réduire le nombre d'exercices. Il faut dire que je pense que les Américains ont aussi été pris de court. Donc, pour le moment, ça se déroule comme prévu. C'est censé se terminer le 27 août, comme prévu également. C'est un message de la part de Donald Trump qui peut-être pourrait permettre une reprise du dialogue. En tout cas, c'est ce qu'espère la Maison Bleue, donc le palais présidentiel sud-coréen, puisqu'ils ont indiqué, eux, qu'ils espéraient que cette amitié nord-coréenne américaine permettrait une reprise des relations bilatérales et un retour à la paix dans la péninsule coréenne. Alors, il y a aussi eu un rappel des termes du président Lee Jae-myung qui avait dit l'année dernière justement à Donald Trump qu'il souhaitait lui être un facilitateur dans ces accords de paix si jamais les relations venaient à reprendre entre la Corée du Nord et les États-Unis. Mais pour l'instant, Pyongyang et Kim Jong-un restent silencieux face aux nombreuses invitations qui ont émané de Donald Trump depuis le début de son mandat. Autour de la table du grand dossier ce soir, nos invités, Grégory Phillips, rebonjour à vous, rédacteur en chef international LCI. À vos côtés, Hélène Kuntz, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur à l'INSEC. Avec nous également, Arthur Koenigsberg, rebonjour à vous. Rebonjour. Fondateur du think tank Eurocréative, spécialiste de l'Europe centrale et auteur de L'Europe de l'Est n'existe pas, paru aux éditions Erol. Et enfin, on salue le colonel Michel Goya. Bonjour, merci d'être avec nous, notre consultant militaire LCI. Alors avant de revenir sur ces exercices avec la Corée du Sud que Donald Trump voudrait diminuer et puis ses liens aussi avec Kim Jong-un, on va vous montrer cette photo, on va s'attacher un petit peu en détail sur la photo qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà les deux hommes côte à côte. Bon, avec des visages pas forcément très, très amicaux. On sent pas qu'il y a une grande jovialité lors de cette rencontre. C'était en 2019. Je crois que vous y étiez, hein, Grégory. Alors non, j'étais juste avant à Singapour, au premier sommet qui avait réuni Kim Jong-un et Donald Trump. C'était un moment absolument, incroyable de voir le 45e à l'époque président des États-Unis rencontrer le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Donc ça, c'était quelques mois avant cette photo. Souvenez-vous quand même, on revenait de loin puisque dans les semaines qui avaient précédé, les mois qui avaient précédé, les deux hommes se traitaient de tous les noms. Kim Jong-un, c'était Rocketman pour Trump et il avait menacé de détruire la Corée du Nord parce que, disait Trump à l'époque, j'ai un plus gros bouton nucléaire que lui. Et puis, d'un seul coup, diplomatie spectacle, les deux hommes s'étaient retrouvés à Singapour, ils s'étaient serrés la main. Trump avait, raconte-t-il, ensuite reçu des lettres d'amour de Kim Jong-un qu'il montrait à ses visiteurs à la Maison-Blanche. Et donc, quelques mois après, ils s'étaient retrouvés une deuxième fois sur la DMZ, enfin vraiment à la frontière entre les deux Corées. Et c'est ce jour-là qu'a été prise la photo retweetée par Trump la nuit dernière. Alors, photo effectivement qu'il a décidé d'exhumer du passé. Pourquoi, selon vous ? Alors, je pense que Donald Trump profite de la situation pour essayer de rassurer le public américain. Nous sommes à peu près 80 jours de nos élections de mi-mandat et il a fort à faire, ce Donald Trump, parce que on est en très grande difficulté. Vous savez, hein, le grand public américain, on n'est pas du tout avec lui sur les sujets de politique étrangère. Donc, je pense qu'il fait ça pour rassurer.
Toutefois, il y a une très grande difficulté. Il y a un problème de nos stocks militaires. Est-ce que réellement ils vont déplacer encore un bâtiment à l'USS George Washington pour remplacer le USS Abraham Lincoln qui est en difficulté? On a donc un porte-avions en Asie du Sud-Est. C'est un peu flou de côté de Donald Trump, mais lui, il aime beaucoup poster de toute façon sur son propre réseau social. Quel regard vous posez, vous, sur cet appel du pied assez étonnant de Donald Trump au leader nord-coréen? Il y a certainement cet enjeu de politique intérieure à l'approche des élections de mi-mandat pour le président américain et cette administration américaine qui est républicaine, qui arrive effectivement en difficulté à ces élections. Donc peut-être la nécessité, sur les affaires internationales, d'allumer un contre-feu. Donc d'évoquer un nouveau sujet pour qu'on parle peut-être un petit peu moins du Moyen-Orient. Mais d'un point de vue stratégique, il y a quand même une annonce qui doit nous interloquer. C'est que les motivations sur le plan stratégique du président américain, c'est un questionnement sur la fiabilité de la Corée du Sud comme allié des États-Unis dans l'intervention américaine en Iran. Et ça recoupe aussi une méthode qu'il a déjà pratiquée ou qu'il est également en train de pratiquer avec les pays européens. On a su ces derniers jours que le président américain, que l'administration américaine avait transmis aux pays européens un questionnaire leur demandant leur degré d'engagement et de soutien dans son intervention en Iran. Et si ce questionnaire revient avec des réponses fortement négatives, l'administration américaine a prévenu, elle pourrait réduire drastiquement le nombre de troupes américaines positionnées, stationnées sur ces territoires. Donc, d'un point de vue stratégique, ça semble être une des réponses, également avec cet enjeu de politique intérieure. Non, mais... Vous étiez d'accord? Oui, bien sûr. Non, mais il y a à la fois un enjeu, alors on veut caresser Kim dans le sens du poil, et en même temps peut-être punir la Corée du Sud pour son mauvais comportement, comme il l'a fait finalement un certain nombre de pays européens, avec toujours ces deux... il prend le dossier Corée du Sud, ok, avec les deux critères habituels. Combien ça coûte, combien ça rapporte, combien ça me rapporte en gloire, en popularité auprès de mon électorat et peut-être même d'ailleurs en termes d'argent. Et donc, mais c'est pas nouveau. Hein, ça fait déjà un moment qu'il avait dit à la Corée du Sud, vous êtes un peu cher, quand même. Donc, il faut du retour sur investissement. Bon, en Iran, il n'y a pas eu de retour sur investissement de la Corée du Sud pour des tas de raisons tout à fait explicables. Et donc maintenant, il s'agit un peu aussi de faire payer la Corée du Sud, comme il a voulu faire payer l'Espagne, payer l'Allemagne aussi. Tous les pays qui ne vont pas totalement dans son sens. Nous a rejoint Olivier Guillard. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Asie, chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et auteur de Que faire avec la Corée, subir, honnir ou punir. C'est paru aux éditions Nuvis. Comment vous réagissez-vous à cette photo repostée ce week-end par Donald Trump où il s'affiche à côté de Kim Jong-un? C'était en 2019. Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message selon vous? Alors visiblement, donc on est toujours dans la subtilité dès lors que le locataire de la Maison Blanche veut faire passer un message. Là, donc évidemment, là, on n'est pas du tout dans le subliminal, on est dans la demande littéralement pressante. Je souhaiterais, moi aussi certainement, pouvoir agir au niveau de la résurrection du dialogue entre Washington et Pyongyang. J'ai cru savoir, cher Kim Jong-un, qui est un de ses amis, il le présente un petit peu comme tel, donc un de ses potes presque de longue date, que Kim Jong-un devrait faire possiblement, d'ici quelque temps, d'ici la fin de l'année, un nouveau déplacement en Russie. Ça ne serait jamais que son 3e. Et en définitive, si on additionne un petit peu le nombre de sommets ou de rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un et le nombre de rencontres entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, on va obtenir une parité d'ici quelques mois. Donc, quelque part, pour reprendre aussi la main, pour se montrer, ainsi que le disait un de vos interlocuteurs sur le plateau à l'instant, donc Donald Trump cherche à reprendre la main sur un dossier. Celui-ci risque fort de lui échapper autant que les autres, peut-être même davantage, car actuellement, donc, il ne vous aura pas échappé que les discussions entre Washington et Pyongyang sont au point mort depuis littéralement un septennat. Donc la main tendue, plus ou moins subliminale, plus ou moins subtile de la Maison-Blanche par divers interlocuteurs vers Pyongyang laisse le maître de Pyongyang
vraiment totalement inintéressés par le projet. Ils préfèrent largement se rapprocher de Pékin et de Moscou. Et si le locataire de la Maison-Blanche cherche à reprendre un peu de vigueur au niveau importance, influence dans cette partie du monde, qu'il délaisse ou qu'il traite d'une manière relativement étrange, pour ne pas dire grossière vis-à-vis de ses alliés historiques, il risque certainement d'obtenir une nouvelle déconvenue, une déconvenue somme toute moins surprenante que méritée. Et ce ne serait pas la première de ces déconvenues au président américain, effectivement. Colonel Michel Goya, on va expliquer comment ça fonctionne, ces opérations qui sont menées de façon conjointe entre les Américains et la Corée du Sud. Oui. C'est pas du tout récent, hein, ça date de 1976 et même d'encore plus avant. Hein. Exactement. Il faut revenir un petit peu quand même au contexte historique. Hein. Rappelez, la Corée, c'est le lieu d'un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle. Hein. Il y a au moins 3 millions de morts, qui aboutit à une partition définitive de la péninsule. La guerre n'est pas finie. Hein. On est toujours dans une situation d'armistice depuis 1953. D'une certaine façon, le front s'est gelé. Les troupes américaines, passage des Américains, 36 000 morts dans cette guerre, donc c'est quelque chose de ça représente quelque chose de très important pour eux. Ils sont à peu près 28 000 encore présents sur ce territoire et ils soutiennent massivement l'armée sud-coréenne. Et donc ce qui se passe concrètement, vous avez des exercices depuis 1968. En fait, en 1968, il y a eu un raid nord-coréen contre la Maison Bleue, donc à Séoul, la présidence. Et depuis cette époque, on a mis en place un certain nombre d'exercices annuels qui s'appellent Ulchi. Alors je prononce mal le coréen, qui est le nom d'un général historique de Corée, et Bouclier de la liberté, ça c'est le nom américain. Ulchi Freedom Shield. Exactement. En version originale. Voilà, depuis cette époque, donc, tous les ans, on fait des exercices communs. Donc en fait, c'est une série d'exercices qui a un thème commun. Le thème, c'est toujours un affrontement, enfin faire face à une attaque de la Corée du Nord. Hein. Et donc à partir de là, on multiplie une série de petits exercices et qui ont lieu tous les ans. Ce qui a un intérêt évidemment militaire. Hein. On apprend à mener des opérations complexes et à travailler en commun, sud-coréens et américains. Et puis il y a aussi toujours un signal politique, c'est même un objet diplomatique. Et c'est intéressant, c'est que, alors évidemment, tout ça c'est présenté, enfin c'est vu depuis la Corée du Nord comme une forme d'agression, mais c'est devenu aussi une sorte de jauge politique des relations, on le voit bien, entre les États-Unis et la Corée du Sud. Quand il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, quand c'est gros, c'est que ça va bien. Quand c'est réduit, c'est que ça va moins bien. Ça va un peu moins bien. Et c'est peut-être le signal qu'il veut faire passer à Kim Jong-un, sauf que la Corée du Nord a une attitude toujours extrêmement hostile. Hein. Exactement. C'est-à-dire, à chaque exercice, de toute façon, il y a une réaction de la Corée du Nord. Ils disent, attention, vous êtes en train de préparer l'invasion de la Corée du Nord. Donc, c'est un régime complètement paranoïaque. À chaque fois, il y a des signaux. Donc, les signaux, le plus simple, c'est d'envoyer un missile missile balistique en mer du Japon. Ça ne mange pas de pain et tout le monde voit que le pays n'est pas content. Donc, ils en ont lancé quand même 2 depuis le début du mois d'août en pleine mer du Japon. Il faut peut-être rajouter aussi un contexte japonais particulier où le Japon commence à parler de son réarmement éventuel. Donc ça déplaît aussi à la Corée du Nord. Donc là, ils manifestent un petit peu leur mauvaise humeur. Mais c'est traditionnel. C'est presque... Non, mais voilà, c'est presque un rituel. Hein. La mauvaise humeur qu'on a vue déjà affichée sur la photo de Kim Jong-un, oui, c'est ce qu'avait d'ailleurs expliqué Donald Trump en disant il n'a pas l'air de bonne humeur, mais en fait, on a une relation très amicale. Il essaye de refaire cet appel du pied. Merci beaucoup, colonel Michel Goya. On va retrouver tout de suite Olivier Guillard. Merci d'être resté avec nous. Peut-être une réaction à ces opérations qui existent, comme le rappelait le colonel il y a quelques instants, depuis des années maintenant, ces alliés sud-coréens et américains. Et puis là, Donald Trump qui veut lever le pied. Écoutez, là aussi, donc, dans les divers leviers qui sont à la disposition du locataire de la Maison-Blanche, il y a ce sentiment de pouvoir être le maître du jeu. Voilà, ces exercices sont mauvais, ils coûtent aux contribuables américains. Nos amis sud-coréens se montrent chiches au niveau de la participation financière, et puis ça énerve beaucoup Pyongyang. Donc quelque part, ça nuit aux perspectives de rapprochement entre le Nord et le Sud et à la reprise du dialogue entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donc tout cela n'est pas bien. Puis surtout, donc si cela fâche un petit peu Kim Jong-un, il va certainement pas vouloir me revoir sous peu, donc au Vietnam, à Singapour ou ailleurs. Et donc tout ça n'est pas bon pour moi. Alors autant vous dire évidemment que la réception de ce message à Pyongyang doit évidemment faire rire beaucoup de gens. Du côté sud-coréen, on a malgré tout tenu bon
malgré les pressions du département d'État, de la Maison-Blanche et du département de la Défense. Donc ces exercices qui auraient pu être, si cela arrive de temps en temps, sont parfois annulés ou réduits à une portion congrue. Là, ils sont légèrement dégradés, donc ce qui montre que la Maison-Bleue, la présidence sud-coréenne, tient aussi donc à montrer qu'elle est souveraine sur son territoire et qu'elle est, entre guillemets, dans cette période de début de détachement ou de décorrélation des intérêts américains et sud-coréens en Asie orientale, un peu comme pour le Japon d'une autre manière. Elle est capable de donner suite au projet, et que le président sud-coréen, qui est un président libéral, qui pratique une politique de la main tendue, il l'a encore fait donc il y a 48 heures, en expliquant qu'il était tout à fait disposé à transformer, en discutant avec le Nord, dans cet armistice qui est évidemment qui tient depuis fort longtemps, en un traité de paix en bonne et due forme, pour peu que le projet intéresse la Corée du Nord. Et bien donc Séoul, ce président sud-coréen, montre aussi qu'il a donc à son électorat, aux 50 millions d'administrés sud-coréens, qu'il tient la maison, et que les rodomontades ou les effets d'annonce ou le chantage exercé par l'administration américaine sur le cours des choses en Asie orientale tient dans une certaine mesure, mais pas totalement. À Séoul, c'est Séoul qui décide de ce qui se passe au nord et au sud du 38e parallèle, pas à Washington. Et effectivement, pour l'instant, les opérations, comme nous le confirmait la correspondante de France 24, ont effectivement bien commencé, même si elles sont un petit peu diminuées. Quel intérêt pour Donald Trump aurait-il à lâcher complètement la Corée du Sud ? Il n'y a pas de réel intérêt. Peut-être pour tenir America First, on entend America seul et seulement, et quelque part, America isolée. Donc, si c'est une Amérique isolée qu'il veut, c'est dommage de laisser autant de dégâts derrière lui et de gronder et réprimander nos anciens alliés. Ne faut pas oublier que depuis 70 ans, c'est toutefois les États-Unis qui imposent ce système. Et tout d'un coup, ils disent « Ah non, ce système-là, on ne veut plus ». Donc, c'est pas très élégant de la part de Donald Trump. Est-ce que c'est pas aussi tout simplement qu'il manque il commence à manquer de moyens financiers, humains, de soutien, on en a parlé déjà des Américains, mais qu'au bout d'un moment, à force d'être sur tous les fronts, il commence à être un petit peu à court, Donald Trump. Je crois que le budget militaire américain pour toutes les opérations dans la péninsule coréenne, c'est 5 milliards de dollars, il me semble. Donc, à comparer aux 1000 milliards de dollars de l'ensemble du budget. Donc, c'est une somme importante, mais relativement faible comparée à l'ensemble du budget. Après, vous avez aussi les problèmes de missiles Patriot, dont on a plus besoin dans d'autres régions du monde, et évidemment au Moyen-Orient. Donc, il y a sans doute aussi des considérations et financières et logistiques. Mais ce qu'on note quand même, c'est que vous avez, de la part du 47e président des États-Unis, un nouveau signal d'amitié à l'égard d'un dictateur qui est proche de quel pays, la Corée du Nord ? De la Chine, de l'Iran et de la Russie. On a rebaptisé maintenant ce groupe les CRINC, C pour Chine, R pour Russie, I pour Iran et N et K pour North Korea. Donc il y avait les BRICS et maintenant il y a les CRINC. Et c'est quand même un groupe qui a des intérêts liés notamment dans la guerre en Ukraine, en Iran. Et donc vous voyez Trump qui désigne l'un des membres de ce groupe comme étant un ami. Enfin, c'est en tout cas le message qu'il adresse. Donc on voit que néanmoins tous ces conflits sont relativement liés et que quand Trump dit tout le bien qu'il pense de Kim Jong-un, n'oublions pas que le même Kim Jong-un envoie des hommes et du matériel à la Russie pour se battre en Ukraine. Oui, pour vraiment continuer sur ce que disait Grégory, cette photo postée par Donald Trump ou les photos qu'on peut voir de serrage de main avec Kim Jong-un, c'est des photos d'un ancien monde. C'est l'ancien monde. C'est avant la guerre d'Ukraine de 2022 qui est absolument décisif dans ce qui se passe actuellement en Corée du Nord. La Corée du Nord a vu une opportunité stratégique énorme avec cette guerre d'Ukraine parce que ça lui a permis de ne plus dépendre uniquement de la Chine comme allié, mais de s'ouvrir à la Fédération de Russie qui, non d'un point de vue idéologique, mais sur des points de vue stratégiques, technologiques, alimentaires et d'hydrocarbures, apporte beaucoup à ce régime. On a vu effectivement des milliers de soldats nord-coréens être déployés sur le front ukrainien ou alors dans cette poche ouverte par les forces armées ukrainiennes à Koursk. L'armée nord-coréenne en a retenu
énormément de leçons. Les services de renseignement ukrainiens le disent. Désormais, les soldats nord-coréens qui étaient effectivement un petit peu perdus au début lors de leur déploiement, en ont retiré énormément d'enseignements sur comment combattre dans un environnement contesté, comment combattre avec les drones, comment se perfectionner dans la lutte anti-drone. Et ça, c'était aussi un des exercices, ou plusieurs exercices, de ces exercices communs entre l'armée américaine et l'armée sud-coréenne. Comment combattre cette nouvelle armée nord-coréenne qui se façonne aussi sur le front ukrainien. Et c'est peut-être aussi ces exercices qui sont dégradés avec cette décision du président américain. Mais ça veut dire, peut-être que la question peut paraître naïve, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliance ? Ça n'existe plus, les alliances ? Je vous vois sourire, mais... Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Non, mais Trump, alors après il y a beaucoup d'effets d'annonce et on voit que le lâchage des Sud-Coréens n'est pas complet, et d'ailleurs la Maison Bleue, le palais présidentiel à Séoul essaie un peu de temporiser en disant mais non, les exercices vont avoir lieu, etc. C'est vrai que si vous êtes un allié et que vous voyez ce message sur Truth la nuit dernière, vous vous posez quand même des questions. Maintenant, est-ce que les Américains vont complètement abandonner les Sud-Coréens ? Honnêtement, j'en sais rien. Il faut voir aussi du point de vue sud-coréen, vous avez des débats en Corée du Sud, comme au Japon d'ailleurs, comme aussi en Taïwan d'une autre façon, sur la fiabilité de l'alliance américaine. Ils disent, attendez, est-ce que... Oui, ça peut marcher dans les deux sens, la question de l'alliance. Bien sûr, il y a beaucoup de Sud-Coréens qui disent, voilà, est-ce que Trump, il va accepter, Trump là qui parade à côté de Kim, est-ce qu'il va finalement accepter de se battre avec nous si on est attaqué ? Est-ce qu'ils vont réellement prendre risque ? Et c'est plus du tout évident. Donc vous avez un débat en Corée du Sud déjà qui commence à dire aussi, écoutez, bon, le fait que tous ces exercices sont commandés par les Américains, qui disent, bon attendez, on est en Corée du Sud, on est chez nous, peut-être que... c'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment... Oui. Peut-être que c'est peut-être nous aussi de commander la défense de notre propre territoire, et pas passer forcément par un général américain. Et puis vous avez des gens même qui commencent à dire, mais si on développait notre arme nucléaire, nous, Corée du Sud... ils ont une puissance nucléaire au nord. Au nord, oui, non mais voilà, fiabilité américaine, bof. La meilleure sûreté, c'est l'arme nucléaire, et nous, Corée du Sud, on en a les capacités techniques. Donc pourquoi pas ? Donc il y a plein de débats. On a les mêmes choses au Japon, et du côté de Taïwan aussi, on doute beaucoup on doute beaucoup de Donald Trump. Et avec certainement de bonnes raisons. J'aimerais bien qu'on revoie cette séquence de 2019, un peu dans la longueur, où déjà à l'époque, il était question d'apaisement. C'était il y a 7 ans maintenant. Nous avons développé une excellente relation. Je pense que si vous regardez ce qu'il se passait il y a 2 ans et demi, avant que je sois président, la situation était très, très mauvaise. C'était une situation dangereuse pour la Corée du Sud, la Corée du Nord, pour le monde entier. Notre rencontre aujourd'hui, particulièrement à cet endroit, symbole de division entre le Nord et le Sud, qui nous rappelle un passé malheureux, est une poignée de main pour la paix qui démontre que le présent est meilleur que le passé. Finalement, ce rapprochement d'aujourd'hui, il n'est pas du tout étonnant. Si, ça demeure étonnant. Là, on est sur le premier mandat de Trump et on était déjà dans une tragédie diplomatique à cette époque-là. Et beaucoup de personnes qui entouraient Donald Trump à cette époque, il y avait beaucoup plus de garde-fous lors de son premier mandat quand ce rencontre a eu lieu. OK, mais admettons que Donald Trump, c'est un coup de génie, pourquoi pas? Mais qu'en est-il? Parce que ce n'est pas suivi de fait, vous voyez. Il n'a pas bâti quelque chose sur le long terme. Il n'y a pas de pont relationnel. Donc, quand il dit « j'ai réussi quelque chose », je le prends au mot. C'est-à-dire, il a réussi pour lui quelque chose. Mais pas du tout diplomatiquement pour l'ensemble des États-Unis. C'est ainsi qu'il agit. Mais d'ailleurs, après Singapour, après la rencontre sur la DMZ, je crois que Kim Jong-un n'a attendu que quelques semaines avant de refaire des essais nucléaires, avant de balancer à nouveau des missiles vers la mer du Japon. Aujourd'hui, la Corée du Nord, ils ont une quarantaine de têtes nucléaires. Il a poursuivi sa progression dans le nucléaire, il a poursuivi le développement de son programme balistique. Là, on était en 2018 et 2019 dans de la diplomatie spectacle, qui a fait évidemment la une des journaux télévisés aux États-Unis en disant regardez, Trump a réussi à retourner Kim Jong-un. Pas du tout. Et 7 ans plus tard, c'est toujours de la diplomatie spectacle, puisque vraisemblablement il va le retourner non plus. Non, mais s'il se retrouve, alors je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait se retrouver bientôt, mais oui, ça n'a aucun effet sur le terrain et sur la réalité de la menace nord-coréenne, ça c'est certain. Et la majeure différence, c'est que du côté de Séoul, en Corée du Sud,
il y avait quand même une tentation du gouvernement de l'époque démocrate de dire, nous, de toute façon, on ne peut pas ignorer la Corée du Nord. Pourquoi pas reprendre langue? Pourquoi pas rétablir le dialogue? Pourquoi pas reprendre une diplomatie économique? Et donc, ne voyez pas spécialement non plus d'un mauvais œil ces tentatives diplomatiques américaines. Mais on était, comme je le disais précédemment, dans l'ancien monde. Depuis, la Corée du Nord s'est considérablement rapprochée de la Fédération de Russie. Et donc, quels sont les intérêts aujourd'hui? À l'époque, les intérêts de la Corée du Nord pouvaient être clairs. Se détacher plus ou moins, ou en tout cas prendre un peu plus d'indépendance vis-à-vis de la Chine. Et surtout, émettre l'idée qu'en abandonnant les sanctions économiques contre Pyongyang, il pourrait abandonner ses recherches pour l'obtention de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. En 2024, la Corée du Nord renonce à ce projet de réunification des deux Corées et déclare la Corée du Sud comme État hostile, comme ennemi. Aujourd'hui, donc c'est ça en fait. Donald Trump retente avec les mêmes méthodes qu'avant ce rapprochement de la Corée du Nord et la Fédération de Russie, exactement les mêmes méthodes avec un régime qui a considérablement changé et qui n'a plus beaucoup d'intérêt dans cette reprise du dialogue avec les Américains. Les mêmes méthodes avec peut-être, probablement aussi peu d'effets ou alors des effets inverses à ceux qu'il souhaiterait. Olivier Guillard, selon vous, quel peut être l'avenir de ces relations entre Donald Trump et la Corée du Sud? Eh bien, écoutez, par bonheur, je ne suis pas ni dans le cerveau de Kim Jong-un, moins encore, plus favorablement dans ce... Si vous pouviez juste vous rapprocher un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi. Donc, Merci. je disais, par bonheur, donc, il est assez compliqué de se mettre à la place du dictateur nord-coréen et du locataire de la Maison-Blanche. En revanche, ce qui est à peu près sûr, c'est que d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin du mois, d'ici la fin de l'année, nous n'avons que très peu de chances qu'il y ait donc une rencontre où qu'elle se déroule du reste. Donc c'est pas le plus important entre ces deux individus. Il y aura toujours d'un côté donc quelqu'un qui est à la recherche d'un prix Nobel de la paix qu'il n'aura jamais, en se disant bon, c'est une chose à laquelle je cours, c'est pas le plus important, mais je serais quand même content de mettre ce trophée dans ma galerie. Et de l'autre côté, un individu qui se dit mais je n'ai aucun intérêt, de quelque manière que ce soit aujourd'hui, de me rapprocher de Washington pour me mettre à dos, comme l'expliquaient tout à l'heure donc les trois intervenants précédents, donc me mettre à dos le Kremlin, me mettre à dos également Xi Jinping, le chef de l'État chinois, avec qui donc on a repris langue d'une manière un petit peu intensive et musclée ces 6 derniers mois. Donc malheureusement, nous n'annoncerons pas sur votre plateau, pas plus que sur un autre, ces prochaines semaines, dans aucune rencontre entre ces deux individus. Il y aura toujours des demandes émanant donc de l'administration américaine, mais du côté de Pyongyang, ceci restera lettre morte parce qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour la Corée du Nord, mais véritablement aucun, à se rapprocher et à donner un succès diplomatique à Donald Trump. Donc Donald Trump peut encore essayer, parler, reposter diverses choses sur son réseau social, ressortir des vieux clichés, donc ressortir la cravate rouge donc arborée lors de son séjour, lors de ses sommets avec Kim Jong-un, mais Kim Jong-un restera certainement froid, c'est pratiquement une certitude, à ses avances. Du reste, il n'a rien à y gagner. Un appel du pied voué à l'échec. Merci beaucoup, Olivier Guillard. On accueille à présent Sébastien Regnault. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Dossier. Vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, auteur de La modernité iranienne, culture, société, organisation, pouvoir, coopération. C'est paru aux éditions L'Harmattan. On va parler de la situation en Iran avec cette déclaration là, cet après-midi, de Donald Trump, encore une, qui menace cette fois de bombarder Oman si le pays se mettait en travers d'un accord sur le détroit d'Ormuz. Alors, on va voir ce qu'il dit très précisément, et vous allez voir, ce n'est pas du tout poli, mais on va le dire quand même, puisque c'est vous validez, hein, Grégory Philippe, c'est la bonne traduction française. Si Oman se met en travers de notre chemin, on va leur bombarder la gueule. Je vais vérifier auprès d'Hélène. Il dit « bomb the shit out of Oman ». On ne peut pas traduire mieux? No translation. Pardonnez notre langage, hein, c'est pas fait exprès, mais on reprend terrible, vraiment. terrible. C'est terrible. Les mots de Donald Trump. On sait qu'il y a des discussions entre Téhéran et Oman, des discussions sans Washington, et c'est probablement ce qui horripile Donald Trump et qui lui fait parler en ces termes d'Oman, qu'il menace donc de bombarder violemment. Sébastien Regnault, la formulation est
évidemment très choquante. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Donald Trump fasse quelque chose réellement ? Alors c'est une récidive, parce qu'il avait déjà évoqué le sujet il y a quelques semaines et quelques mois, parce qu'il sent que la situation lui échappe dans la région, et c'est là où on voit l'agacement. On voit finalement assez clairement les moments les sauts d'humeur de Donald Trump dans ses tweets, quand il avait par exemple expliqué qu'il voulait ramener l'Iran à l'âge de pierre ou bombarder Oman, etc. On voit bien que finalement il n'y a pas de filtre entre ces sautes d'humeur et puis ces tweets, et ça exprime quand même des agacements relativement forts, et ça donne surtout des signaux à l'adversaire, alors là pour le coup iranien, qui sont extrêmement faciles à lire. C'est-à-dire que lorsque il est dans ce genre de situation, on voit un agacement, une perte de contrôle, si vous voulez, et c'est là où c'est difficile. Parce que évidemment pour l'Iran, tout l'objectif, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ça c'est une autre question, c'est d'essayer d'exclure les États-Unis de cette région du Golfe Persique en raison de l'attaque qu'ils ont provoquée dans cette guerre des 40 jours. Et il l'avait d'ailleurs expliqué même avant la guerre. Notre objectif pour eux, pour les Iraniens, il faut essayer de comprendre la démarche de l'adversaire, c'est l'Iran, c'est les États-Unis qui déstabilisent la région, car ça fait 2 fois, voire 3 fois, si on compte la guerre Iran-Irak il y a plus de 47 ans, que les Iraniens sont attaqués sur leur territoire avec la puissance américaine en première ligne. Donc, si vous voulez, ça rentre dans une espèce de logique bloc contre bloc, dans lequel, évidemment, tout langage diplomatique, alors là, est complètement absent de la situation. On est vraiment que dans le rapport de force. Et pour l'instant, on va voir, les négociations sont en point noir. Je voudrais revenir sur ces menaces qui pèsent sur Oman, peut-être rappeler, Grégory, ne serait-ce que la situation géographique d'Oman, qui est en plein détroit d'Ormuz. Oui, regardez la carte, donc le détroit est au milieu, entre l'Iran et Oman, et c'est vrai que les quelques navires qui empruntent le détroit en ce moment passent soit au sud, au large d'Oman, soit plus au nord, au large des côtes iraniennes. Non, ce qui exaspère totalement Trump, c'est que ce détroit reste fermé. Il a beau avoir prétendu le contraire il y a quelques jours en disant tout est ouvert, ça fonctionne. Il dit aussi que le détroit est entièrement sous contrôle américain. Les Iraniens affirment exactement la même chose en disant c'est nous qui contrôlons ce détroit. Donc il y a une situation totalement bloquée à Hormuz qui évidemment rend furieux Trump. Et pourquoi la colère dans ces termes peu polis vise Oman, parce qu'effectivement il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, des discussions entre Téhéran et Mascate sur et si on contrôlait à 2 ce détroit d'Ormuz en imposant ou des taxes ou un péage ou une taxe environnementale, enfin il y a eu plusieurs scénarios envisagés, mais Mascate, enfin les Omanais et les Iraniens ont à un moment donné discuté de mettons-nous d'accord peut-être pour effectivement contrôler le détroit. Et surtout sans Washington, sans les Américains. Et surtout, Washington n'était pas dans cette discussion. Donc je pense que c'est ça qui provoque la colère de Trump. Il faut noter aussi qu'Oman s'est posé un temps comme médiateur dans la crise qui a éclaté le 28 février et que la place des Omanais, les Omanais ont été peu à peu remplacés notamment par les Pakistanais dans les discussions. Sébastien Regnault, sur les relations entre Oman et l'Iran. Alors, Oman a ce grand privilège de pouvoir discuter avec tout le monde. C'est un des pays les plus modérés de l'ensemble de la région. Il est capable de pouvoir discuter autant avec l'Arabie Saoudite que l'Iran, qui sont pourtant qui ont des relations difficiles, autant avec les États-Unis que le Pakistan, etc. Une neutralité à la Suisse. Une neutralité à la Suisse, et ils ont été même très acteurs et très actifs dans la volonté de trouver une pacification des relations entre les États-Unis et l'Iran. Je rappelle que ils ont été un intermédiaire très très important. Et pour revenir à ce que disait sur Grégory, c'est au moment du cessez-le-feu, si vous voulez, le Golfe Persique a été réouvert, les bateaux ont pu repasser parce qu'il y avait ce cessez-le-feu qui avait été signé et qu'il y avait un modus vivendi qui permettait aux bateaux de passer dans cette situation. Et puis la situation a un petit peu, même complètement dégénéré à la fin des obsèques de Khamenei, où il y a des bateaux qui ont commencé
commencé à forcer le passage alors que il était question dans ce cessez-le-feu que il demande l'autorisation qui passe avec l'autorisation iranienne. Et puis des bateaux ont commencé à forcer le passage. Il y a eu des ripostes iraniennes sur ce détroit d'Ormuz. Et puis on est revenu à la situation de la guerre sans les armes, c'est-à-dire blocage contre blocage. Les États-Unis mettent un blocage sur les ports iraniens au niveau un peu plus au large du détroit d'Ormuz, et les Iraniens font un blocage sur les bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz. Mais ce qui est très important à souligner pour bien comprendre la situation, c'est que il y a évidemment un blocage sur les bateaux civils, les pétroliers, etc., les tankers qui concernent l'économie mondiale. Mais ce qui est très important pour les gardiens de la révolution et pour l'Iran notamment, ce sont les bateaux militaires. Parce que si des bateaux militaires américains peuvent commencer à repasser dans le golfe Persique, ils peuvent approvisionner toutes les bases militaires américaines qui ont été notamment détruites pendant cette guerre, et donc relancer un armement aux frontières iraniennes. Et ça, les Iraniens, ils étaient passés d'ailleurs de droit de passage à droit de regard, pour laisser une espèce de conciliation et proposer une route d'entrée par l'Iran et une route de sortie par Oman. Mais l'entrée iranienne était pour eux extrêmement importante. Colonel Michel Goya, c'est ça qui crispe aussi Donald Trump ? Bien oui, bien sûr. Alors, au passage, le sultanat d'Oman, c'est un des plus vieux alliés des États-Unis. Il y a un traité d'amitié. Décidément, les alliés sont, oui, il faut se méfier, à la peine. Hein. C'est ce que disait Kissinger, être ennemi des États-Unis, c'est dangereux, être ami des États-Unis, c'est mortel. Oui, qui date de 1833, un traité d'amitié entre le sultanat d'Oman. Et on ne peut plus d'actualité, apparemment. Exactement, sur la liberté de navigation, etc., etc. Au passage, bombarder Oman, c'est d'une absurdité sans nom. Bien sûr, évidemment, les États-Unis ne vont pas bombarder Oman, et donc le dire est une absurdité totale, parce qu'on sait très bien qu'il ne le fera pas. Donc c'est aussi un aveu d'impuissance complet. Il ne va pas bombarder un allié dans la région. Il ne va pas bombarder un sultanat dans la région. C'est-à-dire, vous imaginez les réactions déjà de tous les autres qui sont à côté. Il dit, mais attendez, vous êtes devenus complètement fous, quoi. Et en même temps, si le sultanat d'Oman s'entend effectivement avec la République islamique d'Iran pour contrôler le détroit, après, ça va être très compliqué pour revenir en arrière. Hein. Comment on fait maintenant pour forcer la main aussi d'Oman, sachant qu'on a visiblement, on n'a que la force et on n'a que des bombardiers comme moyen d'action. Alors effectivement, aussi, il faut quand même se rappeler, je termine là-dessus, rappeler cette situation quand même assez un peu humiliante aussi un peu pour les États-Unis, c'est que le contrôle du détroit, il ne fait pas que bloquer le commerce international, il coupe la flotte américaine de sa base principale qui est à Bahreïn, à Manama. Et c'est ce qui explique d'ailleurs une partie des difficultés, par exemple sur Abraham Lincoln, puisque la base, elle est coupée, on ne peut plus y accéder. Elle est de l'autre côté. Voilà. Et il faut voir un peu cette situation humiliante pour les États-Unis. Jamais dans l'histoire des États-Unis, ils ont accepté une telle situation où leurs propres bases sont complètement encerclées, bloquées. Ils ne peuvent même pas y accéder. Le tout du fait de Donald Trump dès le départ. Oui, mais vous voyez, vous évoquez le problème avec le USS Abraham Lincoln. Oui. C'est une tragédie pour nous et ça devrait être en tout cas pour le gouvernement Trump. Vous savez, on a beaucoup de nos élus aux États-Unis qui sont des vétérans, des anciens combattants, et ils sont navrés de la situation. On a un bateau là qui navigue avec 5000 hommes à bord, avec plusieurs tentatives de mort. On repêche nos soldats parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est complètement inhabituel, c'est pas normal. Et des explications de la situation. Alors, il est très habile, le Pete Hegseth, le secrétaire de défense, parce que c'est un ancien des journaux, il parle très très bien, il est plutôt convaincant, mais sur le fond, il a complètement tort, parce que on a ce bateau en très grande difficulté, où nos hommes travaillent 14 à 16 heures par jour, sans de quoi vivre correctement, parce qu'ils avaient des vivres pour le temps de paix, et non pas pour le temps de guerre. Et on ne peut plus accéder à nos vivres de Bahreïn. Incroyable. 5000 militaires à bord, plus de 250 jours consécutifs en mer, un état d'épuisement physique, mental. Vous avez évoqué, effectivement, ça a été relayé par des proches, des tentatives de suicide. Oui. C'est dire qu'ils sont littéralement à bout parce qu'ils n'ont quasiment pas fait d'escale ou alors vraiment à minima. Et l'amiral Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, s'est rendu sur place pour réagir parce que ça pèse évidemment sur l'opération
l'opinion américaine. Servir en mer pendant de longues périodes n'est pas fait pour tout le monde, dit-il. Brad Cooper, bon, c'est un euphémisme, mais vu la situation des militaires sur ce bateau, alors là, je me tourne peut-être vers vous, mais on a vu passer il n'y a pas très longtemps des images de plateaux repas absolument abominables. On sait que les toilettes étaient bouchées. Enfin, des conditions sanitaires, des conditions de repas qui sont indignes pour l'armée américaine. Oui, bien sûr. Alors l'Abraham Lincoln, c'est un peu le porte-avions maudit des présidents des États-Unis. C'est là où George Bush était venu annoncer la fin des combats en Irak le 1er mai 2003 avec un grand panneau mission accomplie. C'est sur l'Abraham Lincoln. Et c'est de l'Abraham Lincoln qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que ce bâtiment a presque 40 ans, plus de 40 ans. Donc il commence aussi à vieillir. Mais tout ça, c'est un symptôme de problèmes profonds de la marine américaine, ou même d'ailleurs des forces armées américaines, où vous avez simultanément une division, réduction du nombre de bâtiments, parce qu'on ne peut plus les payer. Ou quand vous payez des nouveaux bâtiments, le porte-avions Gerald Ford, donc c'est la nouvelle génération, c'est à 13 milliards de dollars. Alors déjà, il faut un temps infini pour en avoir, et puis si vous payez ça, vous payez moins d'autre chose. En gros, pour faire simple, la marine américaine ne cesse de rétrécir. Et en même temps, ces missions sont les mêmes, voire amplifiées. Ouais. Vous rajoutez le fait qu'il y a des gros problèmes de maintenance industrielle aux États-Unis. Voilà, la capacité se diminue. Des bâtiments qui vieillissent, qui sont moins nombreux, qui donc on maintient très longtemps en mer, beaucoup plus qu'il est prévu. Donc ils s'usent encore plus, donc ils ont besoin de maintenance encore plus. On aboutit à une situation où sur 11 porte-avions, on en a 2-3 qui sont opérationnels. En même temps. Et donc vous avez un effondrement de la capacité américaine, alors que j'y reviens, les défis sont les mêmes qu'auparavant. En 1990, les Américains, ils avaient déployé 6 porte-avions, je crois, face à l'Irak. En 2003, ils en avaient 4 porte-avions. Là, ils ont du mal à en garder. L'autre, c'était Gerald Ford, qui lui aussi est resté à 200 et quelques jours de mer. Oui, plus de 300 jours de mer. Et donc c'est hallucinant. Pour les hommes qui sont à bord, c'est hallucinant. Et on y revient avec cette problématique qu'il n'y a plus de base à proximité. Comment ils font pour se ravitailler à l'éther, etc. Donc ils sont obligés. Ils attendent la relève, mais faire venir du Kenya, de Diego Garcia. C'est très compliqué. Grégory. Mais ce qui est très étonnant, et du coup je me permets de poser une question au colonel, c'est que c'est comme l'armée américaine dont on pensait que la logistique, ils savaient faire. Enfin, je me souviens en Afghanistan, par exemple, la base aérienne de Bagram, vous aviez quasiment une ville américaine avec les restaurants. Là. Enfin, la logistique, ils savent faire normalement. Pourquoi est-ce que là, ils n'ont pas su faire ? Mais non, c'est une bonne question. C'est-à-dire que non seulement la maintenance commence à déconner aussi, mais la logistique aussi. Mais on a ce paradoxe, le paradoxe américain, l'armée américaine en tout cas, c'est que vous avez un budget qui est colossal, qui a doublé depuis en dollars constants, qui a doublé depuis 2001, et des forces armées qui ont été divisées par 2 de 90 à aujourd'hui. Mais où va l'argent alors ? Elle va dans des projets faramineux. Elle va dans des projets faramineux qui parfois échouent complètement. Il y a un projet industriel militaire américain sur 2 qui échoue. Vous avez comment s'appelle les frégates Zirman. Qui étaient censés être des trucs high-tech et qui finalement se sont révélés... On se souvient même pas de leur nom. Oui, ils en ont fabriqué 3 finalement, il devait y en avoir. Et ça va me revenir. Mais qui ont coûté le prix de porte-avions, enfin des trucs colossaux, il y a des projets faramineux. Et donc il y a beaucoup d'argent qui est pris là-dedans, il y a beaucoup d'argent qui est pris dans les interventions militaires, on peut rappeler le coût simplement de cette guerre en Iran, matériel, etc. Et au bout du compte, à côté de ça, à côté de cette vitrine peut-être parfois un peu high-tech, vous avez des bâtiments, des unités de combat terrestres qui sont de plus en plus anciennes. L'armée de terre, je termine là-dessus, vraiment là-dessus, l'US Army par exemple, l'armée de terre américaine, alors ça c'est des Marines là, mais c'est pareil, ils sont toujours équipés avec les matériels des années Reagan, de Ronald Reagan, parce qu'ils ont été pas capables de développer de nouveaux matériels où à chaque fois ça prend des coups faramineux, etc. Enfin, ils ont un vrai problème et c'est une armée qui est en train d'imploser en réalité. Vous connaissez très très bien le sujet, juste on va rester un petit peu sur ce porte-avions quelques instants, mais comment ça peut se passer ? Comment est-ce qu'on maintient un moral à peu près correct pour 5000 personnes à bord dans ce huis clos total infernal ? Ah oui, non, mais alors moi j'ai fait déjà des exercices alors pas sur des porte-avions, mais sur des
porte-hélicoptères avec des Marines, où la situation est actuellement encore pire, au passage. Mais oui, et accessoirement, on bouffait très bien, on mangeait très bien. Vous aviez de la chance, vous. Oui, non, mais c'était sur des périodes... repas. Oui. Non, mais on était sur des périodes relativement limitées, il y avait des bases à proximité, on pouvait aller à terre, enfin les gens pouvaient aller à terre, pouvaient se ravitailler à terre. Il n'y a pas un risque de mutinerie, c'est ma question. C'est pas une tradition américaine. Il peut y avoir une forme d'implosion, hein. C'est comme pendant la guerre du Vietnam, hein. On ne se mutine pas, mais il y a une motivation, ça se paye toujours, hein. Ça se paye par des gens qui ne engagent plus. Tous ces gens-là sont des professionnels, hein. Ils sont sous contrat. Ils en ont marre, ils dégagent, ils ne renouvellent pas leur contrat. Il y a d'autres qui disent, ok, c'est ça la vie de marin américain, je ne vais pas m'engager, etc. Et donc vous avez votre capital humain qui va également se déprécier. Si vous n'avez plus personne qui a envie de vivre ce que vivent les gens sur le Abraham Lincoln, et on peut le comprendre, oui, si le principal capital de ce navire, c'est pas les avions, c'est pas le bâtiment lui-même, ce sont les hommes et les femmes qui sont à bord. Oui, mais Arthur, combien même c'est vrai, pardonnez-moi rapidement, c'est que leur bien-être et leur santé mentale n'est pas le souci du président américain. On dit maintenant en anglais, c'est pas le ship, c'est le leadership. C'est pas le navire, c'est le leadership de ces navires. Et il a dit, ce week-end, Donald Trump, le déploiement, c'est pas assez long. Oui, il a dit non, finalement, c'est pas si long que ça. Et c'est ça. Au passage, est-ce qu'on l'a vu, Donald Trump, il a quand même déclenché une guerre. Est-ce qu'on l'a vu venir visiter, voir ses soldats? Non, mais ils sont en train de lui faire des signes et des appels du pied très clairs. C'est peut-être pour ça aussi que l'amiral Brad Cooper est allé y faire un tour, parce qu'il sent qu'il y a une forme d'urgence là. Oui, ce qui doit nous inquiéter, au-delà du peu de considération du président américain pour ses soldats engagés sur différents théâtres d'opération, c'est surtout le peu de considération du président pour les défis stratégiques des États-Unis. Lorsqu'il a été réélu, on était dans le brouillard un peu stratégique. On se demandait ce que voulait faire véritablement cette nouvelle administration américaine, enfin partiellement nouvelle, parce que lui revenait de son premier mandat, mais qu'est-ce qu'il voulait faire d'un point de vue géopolitique et stratégique. Et donc l'administration américaine avait pondu cette revue nationale stratégique qu'on a beaucoup commentée en décembre dernier, et qui affirmait une chose, qui était la volonté des États-Unis d'avoir la prédominance sur l'hémisphère américain. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Ensuite, détailler un certain nombre de zones géographiques, mais le Moyen-Orient n'était en aucun cas une priorité comme elle est devenue, avec tous les problèmes opérationnels que cela pose. Parce que la relève du porte-avions Lincoln doit se faire par l'autre porte-avions qui est également en mer, le Washington, qui est où ? Qui est en Asie occidentale, qui est quand même avec cette mission de dissuasion de la Chine. Et cette mission sera relevée uniquement dans quelques semaines, lorsque le Roosevelt, lui, sera prêt à s'engager sur ces différents théâtres. Donc ça pose un véritable problème opérationnel aux armées américaines, et on a du mal à comprendre vraiment le but stratégique de cette intervention de février de la présidence américaine, et surtout, on le voit, à quel point elle ne sait pas s'arrêter. Sébastien. Oui, et puis il faut revenir un peu sur la chronologie des événements. Moi, je me souviens, j'étais en Iran lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Entre les attentats du 11 septembre et l'intervention en Irak, il s'est passé 2 ans de préparation entre la décision qui a dû être prise au moment du 11 septembre et l'attaque véritable de l'Irak de Saddam Hussein à l'époque. C'était le 20 mars 2003. Il s'est passé 2 ans de préparation. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations 8-9 janvier qui se sont soldés par une répression terrible en Iran. Donald Trump décide de dépêcher des porte-avions sur place en disant on arrive. Le 28 février, il décide d'intervenir militairement pour, je cite, une excursion. Et plusieurs mois plus tard, aujourd'hui, on y est encore. Les Iraniens ont gagné la partie, la première manche de cette partie avec le contrôle du détroit d'Ormuz. Et j'aimerais insister sur le fait qu'on parle de la santé mentale des marins, là. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur les plateaux de télévision à parler de ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Mais quand vous engagez votre vie, quand vous engagez votre honneur, votre mission, tout votre engagement, et pour défendre ce que dira le chef de l'État pour une mission, pour un horizon, pour des objectifs, et que rien n'apparaît, vous imaginez pour ces hommes-là qui sont dans une droiture parfaite, enfin,
dans un sens de l'honneur, etc. Vous imaginez ce que ça diffuse pour la santé mentale des marins. C'est-à-dire que les gens qui sont sur place, qui engagent leur vie, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent pas quand ça se terminera, et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est très très compliqué. Nous, sur les plateaux, on est beaucoup plus à l'aise pour parler de ce qui se passe dans la tête de Donald Trump que quand on engage sa vie sur un théâtre d'opération comme celui-là. Moi, je serais juste un tout petit peu plus modéré quand vous dites la victoire iranienne sur le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est plus stratégique. Je parlais d'un point de vue. Et même d'un point de vue stratégique, l'armée iranienne et les régimes iraniens ne contrôlent pas ce détroit. La réalité aujourd'hui militaire, c'est qu'aucun des belligérants n'est en état de contrôler ce détroit, à part de façon négative, c'est-à-dire en empêchant l'autre d'y accéder. Mais il y a aucun aujourd'hui baril iranien qui sort du détroit d'Ormuz. Je parle par rapport aux objectifs qui étaient fixés par l'administration Trump, changement de régime, armes nucléaires, balistiques, proxy, etc. On s'est retrouvé avec le détroit d'Ormuz dans les pattes. C'est un moyen stratégique, un levier en tout cas pour les Iraniens. Et qui a une telle influence, une telle importance pour l'économie mondiale qu'on se retrouve tous coincés par cette décision qui a été prise au plus haut sommet, au plus haut niveau de l'État américain et qui a des répercussions mondiales. Et l'Iran ne tremble pas d'un iota. Alors ils sont affaiblis, ils sont fragilisés. Ils sont affaiblis, mais en tout cas c'est pas évidemment pas ce qu'ils affichent. Terrible, ils affichent même une posture plutôt offensive et ils sont à la recherche. En tout cas, ils se montrent particulièrement déterminés pour essayer de capturer ou de tuer des soldats américains. Ils promettent même des primes. On va écouter le chef d'état-major de l'armée iranienne. Quiconque parmi nos chers combattants tue un Américain ou en capture un et le remet à l'une des unités de l'armée de la République islamique d'Iran avec le soutien de ces chers individus qui souhaitent participer au djihad financier, mais sous la garantie de l'armée, recevra, en plus de la grande récompense du djihad, un cadeau approprié. Ce cadeau équivaut à $30,000, soit environ 5 milliards de tomans. Ça veut peut-être dire qu'ils ont encore les moyens, les Iraniens ? Oui, je pense qu'on est quand même dans un exercice de propagande du régime. Alors c'est $30,000 si quelqu'un arrive à tuer ou à capturer un soldat américain, $60,000 si c'est une femme qui est à l'origine de cette capture ou de ce meurtre. C'est un vrai défi en tout cas qui est. Oui, alors c'est un peu quand même dans la rhétorique de cette République islamique. Encore récemment, il y a eu la tête de Trump a été mise à prix, etc. Il faut préciser que quand je dis c'est quand même de la pure propagande, en tout cas sur le sol iranien, il n'y a pas de soldats américains aujourd'hui. Il y a eu il y avait eu un accident. Au mois d'avril, l'opération menée pour aller récupérer 2 aviateurs, mais il n'y a pas eu depuis le 28 février, hormis cet épisode, à ma connaissance, ou peut-être des troupes spéciales, mais ça on ne le sait pas, de boots on the ground, de troupes au sol. Donc évidemment, ça rend impossible, en tout cas sur le territoire iranien, la capture ou la mort d'un soldat américain par des Iraniens. En revanche, le message peut s'adresser par exemple aux brigades pro-iraniennes en Irak. On sait qu'il y a des bases américaines, etc. Donc à la fois c'est de la pure propagande, à la fois ça peut mettre en danger la vie des soldats américains qui sont dans la région. Et c'est aussi une façon de continuer à défier l'administration américaine, la Maison-Blanche, et de dire nous on campe sur nos positions et on tient bien. Oui, et de bomber le torse. De continuer à bomber le torse dans cette atmosphère de négociation. Il n'y a aucun des deux belligérants qui a envie de montrer le moindre signe de faiblesse vis-à-vis de leurs revendications stratégiques. Effectivement, les États-Unis voudraient obtenir de ces négociations à la fois la réouverture du détroit d'Ormuz, mais sans véritable droit de regard des Iraniens sur ce détroit. Ils n'ont toujours pas renoncé à cette histoire de dénucléarisation potentiel ou d'arrêt des recherches pour la nucléarisation du régime. Mais les Iraniens, eux non plus, n'ont pas renoncé à leurs objectifs maximalistes et ont besoin de bomber le torse, effectivement, pour ne pas apparaître en position de faiblesse dans de potentielles négociations. Mais même ça, on a du mal à les appeler véritablement négociations. L'administration américaine parlait la semaine dernière de semi-négociations. Qu'est-ce que des semi-négociations ? Est-ce que les États-Unis et l'Iran
parlent aujourd'hui. On rappelle que c'est aujourd'hui que prend fin le fameux ultimatum, ce délai de 60 jours au terme duquel les États-Unis et l'Iran devaient parvenir à un accord après une phase de négociation. Mais effectivement, si les négociations pour l'instant sont nulles... Alors, il était prévu que ce délai de 60 jours puisse être prolongé du temps qu'il faudrait pour avoir des négociations. En fait, de chaque côté, on se pose la question, enfin surtout là, pour le coup, du côté iranien, est-ce que ce cessez-le-feu était une tactique américaine pour réorganiser tout un plan stratégique pour relancer une deuxième phase d'opération contre l'Iran, ou est-ce que c'est une fin en soi? Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un pourrissement, là. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de volonté politique d'essayer de sortir d'une logique de rapport de force pour rentrer dans une réelle négociation, et vraiment, enfin, il y a des éléments qui peuvent être pris en compte de chaque côté. Mais une négociation, c'est faire des concessions à l'adversaire, et ça, c'est pour l'instant, de chaque côté, impossible. Aucune concession, et ça va être confirmé par ce petit ping-pong entre deux réactions, celle du président du Parlement iranien, puis celle du président des États-Unis. Écoutez. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, face à une guerre injuste menée par les États-Unis et Israël, notre nation a tenu bon et a combattu avec bravoure, le cœur ouvert et sans rien attendre en retour. Ce fut l'échec le plus grand et le plus total, à la fois pour les Américains et Israël. Leur armée est anéantie. La marine a coulé l'intégralité de ses 159 navires. Tous les navires reposent actuellement au fond de l'océan. C'est là qu'ils reposent, au fond de la mer. Oui, quant aux avions, il y en avait 209, mais ils n'en ont plus aucun. Hélène Kuntz. Je regrette les jours du fact-checking d'autrefois. Parce qu'on le laisse dérouler comme ça, Donald Trump. Moi, je pensais même à un autre 60 jours qui vont se chevaucher avec ces 60 jours-là. C'est les fameux 60 jours de notre Congrès qui doit valider tout de même ce type d'intervention. Et jusqu'alors, on est vraiment dans une flou aux États-Unis. Tantôt, c'est une guerre illégale, c'est pas validé par le Congrès. On a un chef de la Chambre, c'est sa charge de faire en sorte que, voilà, c'est mis au vote. Et comme il est à ce point accusé à la cause de Donald Trump, il ne met pas en vote. Il part du principe que là, ils sont en congé, vous voyez. Donc, il y a un autre 60 jours qui joue en même temps. Oui, sur ces images, là, chacun parle à sa base, si vous voulez. Oui, là, c'est vraiment, on est dans le jeu politique de chaque côté, où chacun parle à sa base, essaie de regonfler les troupes, et puis essayer de montrer une espèce de rapport de force à l'intérieur de sa base politique. On est là dans un jeu de poker menteur, vraiment, mais on est loin de ce qui se passe d'un point de vue purement du jeu d'échecs stratégique qui se passe dans cette région-là. Colonel Michel Goya, pourtant les Iraniens semblent se préparer à une guerre qui est longue. Oui, monsieur, se prépare évidemment, accessoirement. Donc on est au-delà de la rhétorique, probablement. Oui, mais ceci dit, c'est logique, c'est normal, qui en tout cas se prépare. En tout cas, il se prépare plus que les États-Unis. C'est ça moi qui me frappe, c'est-à-dire que depuis le 28 avril, depuis le cessez-le-feu, les Américains n'ont pas déployé alors ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'ils n'en ont pas, mais ils n'ont pas déployé une brigade du US Army de plus. Ils n'ont rien ajouté de plus, alors qu'on aurait pu imaginer dire, on va peser pour pouvoir peut-être faire peur, tout simplement, pour peser un peu plus sur une négociation. On va rajouter des moyens. Ça coûte pas très cher de rajouter forcément des moyens. Mais non, ils n'ont pas fait. On est resté sur le même niveau. Et donc, globalement, le rapport de force, c'est exactement le même. Et il est relativement équilibré, en réalité. On se bloque mutuellement. Et donc, à partir de là, il est évident qu'il n'y a pas grand-chose qui peut en sortir. Le problème majeur, et on revient un peu aussi à cette question des primes là, pour le tuer soldats américains, c'est que Donald Trump ne veut pas prendre de risques. Voilà, il a une trouille bleue du risque, de la prise de risque, concrètement de la prise de risque humaine. C'est-à-dire qu'il pourrait débloquer le détroit d'Ormuz très vite. Il envoie l'US Navy, les Marines, la brigade de parachutistes, et puis on y va, quoi. Et puis, par contre, il y aura un coût humain. Et ça, c'est absolument rédhibitoire. Et à partir du moment où vous pouvez avoir la plus forte armée du monde,
Mais si vous avez peur de l'utiliser, si vous avez peur de prendre des risques, votre armée, elle vaut zéro. En réalité, elle n'obtiendra jamais aucun résultat stratégique. Et les Iraniens le savent bien. Et c'est aussi, ils savent très bien que chaque mort américain, c'est une perte considérable, et notamment pour Donald Trump. Oui, c'est un moyen de faire pression encore davantage sur Donald Trump. Dans les années 80, lorsqu'on était en conflit, nous Français notamment, on était en conflit avec l'Iran, sous le seuil de la guerre ouverte, ils nous ont tapé au Liban, ils ont tapé aussi les Américains au Liban, et ils ont obtenu le départ des forces étrangères, américaines, françaises, britanniques, italiennes, du Liban immédiatement. Il leur a suffi de tuer plusieurs dizaines de soldats. C'est le Drakkar. Les Marines, c'est 240 Marines, etc. Alors qu'en face, effectivement, le régime iranien, lui, n'a pas du tout peur de perdre des soldats. La vie humaine compte très peu pour ce régime. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Grégory Phillips, sur ce projet d'une guerre violente à long terme que préparent les Iraniens? Oui, alors c'est des informations de presse, notamment du Wall Street Journal, qui, selon des écoutes qui ont été interceptées et les services de renseignement de plusieurs pays arabes, qui tendraient à montrer que l'Iran a pour projet, au contraire, d'intensifier la guerre et qu'elle se prépare depuis ce cessez-le-feu du 28 avril à, pardonnez-moi l'expression, elle est très malheureuse, mais à remettre le couvert et d'une manière encore plus forte. Que dit le Wall Street Journal? Que d'abord ce sont les gardiens de la révolution qui sont bien au pouvoir, qui sont parmi les plus radicaux du régime, et que ce sont eux qui veulent intensifier cette guerre. Et que font les pasdaran? Eh bien, ils renforcent leur contrôle de l'armée régulière, et ça c'est en place depuis plusieurs mois maintenant. Il y a aussi développement des opérations de contre-espionnage intérieur, accroître la production de missiles et de drones, et tout en maintenant la pression sur le détroit d'Ormuz et la mer Rouge. Et ça, c'est un plan global pour, si d'aventure la guerre devait reprendre, qu'elle reprenne avec une plus forte intensité. Sébastien Regnault. Oui, c'est ce que j'avais déjà expliqué sur ce plateau il y a quelques mois. Dans la riposte iranienne, si vous voulez, il y a une graduation. Il y a une graduation de la riposte, 1, 2 et 3 et 4. Pour l'instant, on est à la phase 3, c'est-à-dire qu'ils ont développé tout ce qui était prévu dans la phase 3 d'une riposte iranienne en cas d'attaque. C'est ce qu'on a vécu pendant la guerre des 40 jours. On est resté que sur du conventionnel. Les Iraniens ont très peu utilisé ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les communautés chiites un petit peu partout dans le monde, sauf le Hezbollah. Et alors la phase 4, c'est ce que j'avais évoqué il y a déjà plusieurs mois, c'est justement l'utilisation de toutes ces capacités, donc de toutes ces communautés chiites qui sont réparties dans tous les pays du Golfe, et l'utilisation de ces communautés pour pouvoir alors soit déstabiliser, soit tirer, soit avec des forces armées. Alors le Yémen, évidemment, avec les Houthis et le détroit de Bab el-Mandeb. Ensuite, le Bahreïn, qui est vraiment un pays où il y a une très forte communauté chiite. Le Koweït, pourquoi pas même des opérations terrestres des Iraniens qui iraient sur le Koweït, car c'est un petit pays qui serait touché. Parce que, en fait, chez les gardiens de la Révolution, il y a eu un débat la semaine dernière. Pour eux, c'est un échec, cette guerre. C'est-à-dire que leur capacité, leur dissuasion, enfin leur doctrine de défense n'a pas permis d'empêcher la guerre. C'est-à-dire que ça fait 2 fois qu'ils sont attaqués en 1 an. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tapé suffisamment fort, dissuadé suffisamment l'adversaire d'attaquer l'Iran. Donc, évidemment, ils montent en gamme, et d'où cette phase 4 qui est vraiment très bien expliquée dans le Wall Street Journal, et qui détaille exactement tout ce qui était prévu, mais déjà depuis plusieurs mois. Ça fait, moi, avant la guerre, j'en parlais déjà de ces différents niveaux de riposte iranienne en cas d'attaque américaine. 6h moins le quart dans le grand dossier et autre dossier sur lequel Donald Trump n'a visiblement plus la main, c'est la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens multiplient les frappes massives en Russie. Hier encore, des missiles se sont abattus sur la région de Belgorod. Une pluie de drones est également tombée sur un entrepôt de Wildberries à Moscou. On rappelle que c'est l'équivalent de l'Amazone russe. Une attaque d'une rare ampleur devant des employés absolument sidérés. Regardez.
Quand l'évacuation a commencé, je me suis précipité au vestiaire pour récupérer mes affaires. À quelle heure cela s'est-il produit ? À 3h du matin. Nivine Potros, merci de nous avoir rejoints. Pourquoi c'est aussi important pour l'économie russe, Wildberries ? Alors parce que Wildberries, c'est le site d'e-commerce le plus utilisé en Russie. C'est un mastodonte qui génère entre 70 à 75 milliards d'euros par an. Alors c'est 10 fois moins qu'Amazon, certes, mais ça représente quand même 2% du PIB russe. Si on transpose avec la France, LVMH par exemple, c'est 1% du PIB français, ce qui veut dire que Wildberries, eh bien, c'est 2 fois plus important pour les Russes que LVMH pour nous autres Français. Wildberries, c'est indispensable à l'économie russe. Sa fondatrice, d'ailleurs, Tatiana Kim, aujourd'hui, c'est la femme la plus riche de Russie, et pour cause, son entreprise, là aussi, le chiffre, il est édifiant, emploie 5% de la population active russe. Chaque jour, ce sont 20 millions de commandes qui sont passées sur ce site. Frapper Wildberries, c'est frapper l'économie russe tout entière, c'est aussi perturber la vie de millions de consommateurs qui pourraient bien potentiellement demain exprimer leur mécontentement, qui pourraient exprimer leur opposition également à la guerre. L'enjeu psychologique, évidemment, il est très fort. Et puis, si Kiev, ces dernières semaines, a décidé de s'en prendre à cette plateforme, c'est parce que fin juin, il s'est passé quelque chose de très important. Cette plateforme, elle s'est mariée avec VTB, c'est la deuxième plus grande banque russe. La disparition, en fait, de Wildberries, eh bien, pourrait avoir des conséquences directement sur le secteur bancaire russe, voire même provoquer, pourquoi pas, un effondrement d'un grand nombre de banques russes. Quand on sait que le secteur bancaire russe, il est déjà en difficulté depuis plusieurs mois, bien finalement, ça pourrait porter un coup final à toute une économie qui est très dépendante de l'État. Merci beaucoup, Nivine. Grégory Phillips, ça va coûter très cher, ça, Vladimir Poutine ? Oui, alors Nivine a parfaitement décrit le poids qu'a cette entreprise en Russie. Nos confrères du grand continent avaient, je trouve, une bonne formule. Ils disaient c'est à la fois Amazon, mais aussi Le Bon Coin, FedEx et le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole étant la banque, cette banque proche du Kremlin. Non, mais c'est-à-dire que les Russes utilisent Wildberries pour acheter du matériel, des équipements, mais aussi pour faire du commerce en ligne. Vous avez un nombre incroyable de PME qui utilisent Wildberries. Ça fait partie du quotidien total des Russes. Non, mais complètement. Donc, ça paralyse une partie de l'activité économique russe. Je crois que sur l'ensemble du territoire, vous avez à peu près 200 entrepôts, 30 principaux. Sur les 30, il y en a 15 à 20 qui ont été touchés. Donc, vous imaginez bien les conséquences. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être un peu symbolique, mais qui compte. Regardez les nuages de fumée au-dessus de Wildberries et des entrepôts. C'est dans la banlieue. Alors, tout à l'heure, on avait une image dans la banlieue de Moscou. Oui. Vous êtes moscovite. Déjà, vous ne recevez pas forcément les paquets que vous avez commandés ou que votre entreprise est censée envoyer à des consommateurs. Et le matin, vous vous réveillez avec d'immenses nuages de fumée noire au-dessus de la tête. Zelensky, quand il a lancé cette stratégie, évidemment, ce qu'il a voulu faire, c'est exporter la guerre vers les Russes et que la population russe commence à en sentir le poids et l'odeur. C'est exactement ce qui est en train de se passer, le poids économique et l'odeur de ces fumées qu'on voit autour des grandes villes russes. Colonel Michel Goya, c'est vrai que Vladimir Poutine a toujours parlé depuis le début d'une opération spéciale. Les Ukrainiens vivent la guerre et l'objectif, c'est de faire vivre la guerre aux Russes pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'une opération spéciale, mais bien d'une guerre. Oui, tout à fait. Alors j'ajoute d'un point de vue purement strictement militaire que ce sont des cibles faciles, les immenses dépôts. Il n'y a pas besoin de renseignements, on sait où ils sont, pas besoin de renseignements américains, non, on sait où ils sont. On sait où ils sont, on peut pas les louper. Et ça, accessoirement, ça rajoute des choses à défendre pour la défense aérienne russe qui est déjà vraiment tendue au maximum. Donc c'est un rapport, une campagne d'un rapport coût-efficacité qui est tout à fait remarquable. Il faut rajouter que Wildberries est utilisé aussi par les forces
forces armées russes, bien sûr, pour faire aussi de la logistique. Hein. Donc c'est plein, voilà, ça fait du mal à tout le monde. Mais effectivement, vous rajoutez à ça tous les problèmes des pénuries d'essence, de carburant, ça fait rentrer la guerre dans le quotidien un peu de la Moscovie, on va le dire surtout comme ça, hein. Parce que dans le quotidien des périphéries sociales et ethniques, je dirais, de la Russie, la guerre, on sait qu'elle existe, hein, parce que vous avez des cadavres qui reviennent, il suffit d'aller voir les cimetières, et ces gens-là sont déjà touchés par la guerre, ils savent qu'elle est là. Cœur de la Moscovie, Saint-Pétersbourg, c'était un peu préservé. Là, non, c'est plus préservé. J'ajoute un élément, c'est que c'est une manière aussi de toucher effectivement la population, mais sans la frapper directement. Il faut bien comprendre aussi cette stratégie, hein, c'est-à-dire on peut essayer de terroriser la population en tapant directement dans le centre des villes, sur les populations, essayant de faire des massacres. Non, là, c'est une manière de la toucher différemment. C'est une réelle habileté, ça, de Volodymyr Zelensky, de frapper la Russie au cœur, mais sans faire... Oui, après, souvent, les stratégies, c'est en fonction de ce qu'on a sous la main. Hein. Donc, les Ukrainiens ont une force de frappe qui se sont créés eux-mêmes, une force de frappe complètement inédite, où ils sont capables de lancer des centaines de drones à longue portée. Ils utilisent cette force de frappe. Donc, ils disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut frapper tel objectif. Le tout étant vraiment de concentrer sur certains types d'objectifs et de ne pas se disperser, et d'essayer de faire le plus de mal possible. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'on n'en voit pas le bout, en fait. On peut frapper comme ça des jours et des jours, mais avant qu'on obtienne des effets... Oui, c'est de l'usure, c'est de la pure usure. Mais avant que ça se débouche sur un effet stratégique, sur une décision politique, sur quelque chose comme ça, on ne sait pas. Ça viendra sans doute, mais on ne sait pas très bien quand et quelle décision. Sébastien Regnault, ça montre en tout cas qu'on est vraiment dans cette guerre des drones. On en parle depuis le début, mais on voit que l'Iran aussi s'en sert. Et ça a changé aussi la dimension des guerres. Oui, ça change complètement la dimension des guerres. Et puis ce type de frappe, elle va de pair avec le ciblage des raffineries qui ont eu lieu ces derniers jours aussi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment taper le prix de l'essence, hein, vraiment, et les pénuries d'essence pour provoquer justement du désordre, non seulement pour les sociétés civiles, mais évidemment aussi pour les armées américaines. Et puis les dépôts, les entrepôts de stockage de biens et de biens tant matériels que pour l'armée que pour la société civile. Alors évidemment, l'Iran, la Russie, c'est comme l'Iran, c'est pas vraiment des démocraties, on en est loin. Donc est-ce que la contestation va se mobiliser, ou est-ce que il va y avoir des formes de répression pour justement contenir les agacements qu'il y a dans la société? En tout cas, ce qui est sûr, et ce genre de frappe, c'est ce qui ça provoque en général dans les sociétés civiles. Les gens qui sont pour la guerre seront encore plus pour la guerre, et les gens qui seront contre la guerre seront encore plus contre la guerre. Il va y avoir une polarisation de la société à l'intérieur de la société russe, parce que évidemment ça crée des clivages, et comme vous voyez là, c'est vrai que des nuages de fumée comme ça qui sont visibles depuis Moscou, ça change complètement la donne. La guerre s'invite chez les gens. Arthur Koenigsberg. Pour ajouter sur ce sujet, Wildberries, avant la campagne de frappe des forces armées ukrainiennes contre ces espaces de stockage, on pouvait trouver sur ce site, très facilement, tapant sur le moteur de recherche, tout pour l'opération spéciale, comme ça que l'appelle le Kremlin. Cette guerre d'Ukraine, c'est l'opération spéciale. Donc dès que des unités, l'armée ou des soldats voulaient s'équiper de composants pour les drones ou même matériel au quotidien, tapaient tout pour l'opération spéciale, tomber sur Wildberries et pouvait commander. Donc l'objectif direct des forces armées ukrainiennes, c'est de s'en prendre à cette logistique. C'est affaiblir directement les soldats et les forces armées de la Fédération de Russie. L'objectif stratégique premier est là, surtout que ces sites ne sont pas du tout protégés. Parce qu'il n'y a aucune raison stratégique de mettre des batteries de défense antiaérienne à côté de dépôts de cette Amazon russe. Il n'y en a aucun. A contrario, par exemple, des raffineries. Et là, les forces armées ukrainiennes utilisent d'autres armes, plutôt des missiles. Mais là, effectivement, ces espaces de stockage sont tapés par des drones. Comme le disait colonel Michel Goya, le coût unitaire contre l'efficacité est énorme. Avec quelques dizaines de milliers de dollars, les forces armées ukrainiennes sont capables d'infliger des souffrances économiques et politiques
assez grande au régime de Vladimir Poutine. Hélène Kounce, on sait que Donald Trump ne s'est jamais caché d'admirer, peut-être pas de se prosterner, le terme est un peu fort, mais en tout cas, il a toujours fait des appels du pied aux dictateurs, aux hommes très forts. Est-ce que là, un Vladimir Poutine affaibli, est-ce que Donald Trump pourrait lui tourner le dos ? Je pense pas. Je pense que là, le boucle est bouclé. Je pense qu'on est sur un Donald Trump qui il a été interrogé sur un sujet qui concernait l'Ukraine il y a quelques jours à bord de Air Force One et on a dit que faites-vous, Monsieur le Président? Il a dit moi je demande à Poutine. I'll ask Putin, c'est ce qu'il a dit. Donc, on en est là avec le président américain, toujours très séduit par les dictateurs. Sauf que c'est un Vladimir Poutine quand même sérieusement affaibli et que Volodymyr Zelensky, que Donald Trump regardait de haut au début, tient la dragée haute. Oui, et pour ça, il suffit de regarder un peu dans le rétroviseur avec 2 dates. Février 2025, quand... dans le bureau ovale. Dans le bureau ovale, quand l'humiliation. Trump reçoit Zelensky, il lui dit, entre autres, vous n'avez pas les cartes. Bon, visiblement, Zelensky a depuis trouvé quelques cartes à abattre, et notamment ses frappes à longue portée. Et puis, autre souvenir, il y a un an tout juste, Anchorage, en Alaska, Trump reçoit Poutine avec le tapis rouge, avec les bombardiers qui survolent les 2 hommes. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit là, c'est bon, on va avoir un accord, on va s'entendre avec Poutine et on va trouver une solution. Un an après, on voit que la situation en Ukraine n'est absolument pas réglée, avec un Zelensky qui arrive. Alors, je ne dis pas que l'Ukraine domine aujourd'hui, parce qu'on voit que les 2 belligérants frappent chacun de leur côté, mais en tout cas, Zelensky a trouvé un moyen, au moins, d'affaiblir le pouvoir russe. Donc les liaisons dangereuses de Donald Trump ne sont pas forcément les bonnes, pour conclure, M. Goya ? Oui, en tout cas, elles sont pas très productives pour l'instant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire quel résultat il a obtenu concrètement, diplomatiquement, politiquement, de ses bonnes relations avec Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Xi Jinping. Qu'est-ce qu'il a obtenu, globalement ? Alors qu'il lui a beaucoup donné. Qu'il a proposé de vraiment beaucoup lui donner. Peut-être trop, mais effectivement... Donald Trump n'est pas parvenu à ramener sincèrement Vladimir Poutine à la table des négociations, mais Vladimir Poutine n'a pas du tout saisi la main que lui tendait Donald Trump pour mettre fin aussi à cette guerre d'agression contre l'Ukraine qui peut lui aussi l'amener dans une impasse. On le dit affaibli, mais attention, son risque d'affaiblissement, c'est surtout qu'il se radicalise, qu'il mette ses objectifs maximalistes vraiment sur la table et qu'il ne l'obtiendra pas par la diplomatie, il ne l'obtiendra pas par le moyen politique, il l'obtiendra par le militaire. Donc il faut s'attendre à ce que dans les prochains mois, le régime de Poutine se radicalise encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Une escalade, comme on est en train de voir aussi du côté de l'Iran, comme on l'a évoqué ensemble autour de la table dans le grand dossier. Merci infiniment à tous les 5. Dans un instant, c'est 24 heures avec Guillaume Auda, mais d'abord le JT avec vous, Nivine Potros, il est 18h. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'État se mobilise après les méga-feux de juillet. 12 millions d'euros d'aide seront débloqués pour l'Aviron et les Landes. L'annonce a été faite par Sébastien Lecornu lors d'un déplacement dans la région. Le Premier ministre a également promis des aménagements fiscaux pour les entreprises touchées, ainsi que des permis de construire délivrés sous moins d'1 mois pour les sinistrés. Veulent reconstruire quelque chose d'équivalent, il faut que ce soit possible, et possible très rapidement. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons, pour les reconstructions en équivalence, faire en sorte que ces permis de construire puissent être délivrés globalement sous un délai d'1 mois. La France qui n'en a pas terminé avec les incendies dans les Landes. Le feu qui avait démarré jeudi en pleine forêt est désormais fixé. Mais il faudra attendre encore plusieurs jours pour l'éteindre définitivement. 1700 hectares de végétation sont partis en fumée. Les habitants du Huglon, évacués en urgence la semaine dernière, ont pu rentrer chez eux ce matin.
Et outre la France, plusieurs pays européens sont également en proie aux flammes. C'est le cas de la Belgique qui lutte depuis plusieurs jours contre l'un des plus importants incendies de son histoire. Près de 3000 hectares ont déjà brûlé. Le feu est désormais maintenu. La pluie qui tombe depuis ce matin a offert un peu de répit aux 500 pompiers toujours mobilisés et qui tentent d'éviter la propagation des flammes sur le territoire allemand. Écoutez à ce propos le roi belge. Je pense qu'ils font le maximum pour maîtriser l'incendie, afin qu'il ne touche pas nos amis allemands de l'autre côté de la frontière. Dans le reste de l'actualité, cet accident spectaculaire dans la baie de Cannes. 2 bateaux de plaisance sont entrés en collision hier soir. 9 personnes ont été blessées. Un homme de 22 ans est toujours porté disparu. Marie Belot du service police-justice TF1 LCI nous a rejoint. Que sait-on des circonstances de ce drame ? Bien, d'après nos informations, c'est le semi-rigide qui serait entré en collision avec le yacht, mais beaucoup de zones d'ombre demeurent. Lorsqu'on voit effectivement l'avant du navire, on imagine la violence du choc, donc la question de la vitesse sera au cœur des investigations. Qui était aux commandes du semi-rigide ? Naviguait-il au bon endroit et à quelle allure ? Pour le yacht percuté, était-il à l'arrêt et bien visible de nuit? Ce sont les gendarmes spécialisés de la brigade maritime de Marseille qui sont en charge des investigations. Les auditions de toutes les personnes présentes sont en cours. Une amie du disparu expliquait à notre caméra qu'un anniversaire était en cours sur le semi-rigide. Donc la question de la consommation d'alcool, par exemple, se pose. Des tests ont dû être réalisés, tout comme la vérification des permis bateaux. Était-il bien en règle? Reste l'hypothèse aussi d'un accident technique. C'est le parquet de Marseille qui a ouvert l'enquête. Merci beaucoup Marie Belot pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'un homme de 22 ans est toujours porté disparu. Nous y reviendrons au fil de la soirée. Mais tout de suite, c'est 24 heures avec Guillaume Audat et ses invités. Restez avec nous.